Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean Petot et il m'incombe d'animer et de modérer ce débat selon l'expression classique de la modération. Je voudrais vous dire que vous êtes vraiment nombreux, c'est très bien, et vous remercier de votre présence. On va commencer par d'abord présenter les personnes autour de moi. Et puis, je donnerai la parole et je demanderai dans un instant à Sonia Moumen de venir nous rejoindre. Le débat d'aujourd'hui, enfin, le débat qui commence maintenant, a un titre qui peut un peu peut-être ouvrir beaucoup de pistes, hein, et qui porte donc sur globalement la loin des villes, créativité zéro ou bouillon de culture. Rien que ça, d'une certaine façon, on pourrait passer plusieurs heures ensemble. C'est un débat qui est organisé par Champ Libre. Sonia va nous parler de Champ Libre tout de suite. Et les tribunes de la presse. Donc, il faut remercier encore une fois Jean-Pierre Tucois, qui est la cheville ouvrière de ces tribunes de la presse. Alors, qui sont, si je vois, hashtag 9, hein, donc 9e édition des tribunes de la presse, qui se partagent entre le TNBA, l'IJBA, que je considère comme une extraordinaire grande école, puisque mon fils en est diplômé, et qui était à la place des étudiants il y a plusieurs années. Et donc, et puis d'autres partenaires qui, entre autres, évidemment, aussi la librairie Mola. Donc, merci aux tribunes de la presse. Merci aussi donc à TV7 qui va assurer la rediffusion, je pense, Sonia, de cet événement. Et puis à l'OARA, au titre de la région Nouvelle-Aquitaine et puis aussi de conglomérat. La présentation des invités, je vais commencer par la personne opposée à moi, Madame Bissière. Vous nous venez, Carole Bissière, vous êtes, c'est ne pas me tromper, hein, directrice du Centre d'art de Mémac. Hein. Tout à l'heure, je vous ferai une petite anecdote sur Mémac. Hein, et vous avez, on peut dire, relevé un pari brillamment, hein, puisque dans une abbaye, je crois, du XIe siècle, vous avez participé et vous faites vivre un lieu assez unique en son genre. Voilà, hein, et c'est vraiment l'illustration de ce qu'on peut appeler le bouillon de culture dans la ruralité. Voilà. À côté de vous, à votre gauche, remplaçant le directeur de Musique à la rue, enfin le responsable, vous êtes Monsieur Brisson, et tout à l'heure vous nous expliquerez, en m'excusant, hein, ce que fait aussi Musique à la rue. Et puis à ma droite directement, Hélène Chauveau, vous êtes universitaire, vous avez grandi dans un petit village de Charente, on peut savoir lequel, c'est secret. Ça marche ? Non. J'ai grandi à Genax, à côté de Rouillac, entre Angoulême et Cognac. Ah ben voilà, oui, bon, merci. Mais vous êtes universitaire à Lyon et vous êtes, entre autres, vous avez fait une thèse de doctorat sur la culture en milieu rural. Et j'ai vu que vous avez aussi travaillé beaucoup sur un des mouvements essentiels dans l'animation du secteur rural, qui est le descendant de la JAC, hein, la jeunesse agricole chrétienne, qui est la MRJC, le mouvement rural de la jeunesse chrétienne, c'est ça, hein, voilà. Bon. Je vais demander à Sonia de venir, et puis je vais surtout vous demander de m'excuser ma voix qui est absolument lamentable. Donc je me mets à votre place. Le comble de l'animateur, c'est quand même d'être aphone. Voilà. Est-ce qu'on peut donner un micro à Sonia? Merci. Est-ce qu'il marche? Vous m'entendez? Je pense que la régie va faire le nécessaire. Bon, merci Sonia de ta présence. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que Champ Libre? On a 3 à 5 minutes pour en parler, puis on terminera par une petite visio de la bande-annonce. Voilà, à toi. Alors, Champ Libre, c'est un magazine de télé qui existe maintenant depuis 3 ans, qui est un 26 minutes entièrement dédié à la culture en milieu rural. Il est diffusé sur TV7 depuis maintenant 2 ans. On attaque notre 3e saison. Ce qui a présidé à la création de ce magazine, c'était de se dire qu'en Nouvelle-Aquitaine,
beaucoup d'initiatives culturelles et artistiques existaient, qu'elles étaient très créatives, très innovantes, mais que malheureusement, elles passaient souvent sous les radars des médias parce que peut-être de petite taille ou en tous les cas parce que les médias ne s'y intéressaient pas. Donc nous, on a fait le pari de dire il y a une vraie vitalité, on va essayer de le montrer au fil de nos saisons, au fil de nos magazines. Donc Champ Libre, c'est un magazine qui est produit par Pris Média, Pascal Chevalier qui est ici présent, et qui est co-réalisé avec Jean-Baptiste Béis, qui est à la régie aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la culture en milieu rural? Parce que toi, on te connaît aussi par d'autres productions, à TV7, Kaléidoscope. Tu as fait un très beau petit livre sur 3 femmes en politique que tu m'as fait l'honneur de demander d'écrire la préface. Pourquoi la culture en milieu rural? Je crois que quand on a une partie de sa vie dans le monde urbain, c'est intéressant aussi de pouvoir faire un pas de côté, d'aller voir comment les choses se passent ailleurs, d'aller rencontrer l'autre, des démarches différentes. Et puis, il y avait vraiment cette intuition d'une vraie vitalité. Et puis peut-être aussi le moment où cette grande région s'ouvrait, c'était le moment de la bascule entre l'Aquitaine telle qu'on la connaissait et la Nouvelle-Aquitaine avec Poitou-Charentes et Limousin. Et tout d'un coup, pour nous, c'était donner du sens à cette grande région que de s'y intéresser d'un point de vue de la ruralité et de sa culture. On vit quand même aujourd'hui dans la plus grande région rurale et agricole de France. C'est ce qui nous caractérise, nous, néo-aquitains. Et la culture a un rôle, il nous semble, très important dans les pôles urbains, bien sûr, mais aussi dans l'interland, c'est-à-dire dans les territoires. Alors là, tu viens presque d'introduire un des aspects qui va faire l'objet d'un débat et de réaction, et en particulier d'Hélène Chauveau. C'est sur la définition de la culture. Qu'entend-on par culture? Et je le dis parce que de temps en temps, on aura des petites respirations, enfin une ou deux peut-être, en fonction du temps disponible, avec Yannick Jolin, dont tu peux dire quelques mots peut-être quand même, parce qu'en Aquitaine, on le connaît sans doute moins que dans l'ancienne région de Poitou-Charentes, où il était très connu, c'est ça? Yannick Jolin, c'est une grande figure de ce qu'on appelle les arts de la parole, c'est-à-dire du conte. Il est conteur, il est auteur, il est comédien, il est metteur en scène, il est musicien, il est passé par le rock. Et surtout, des Deux-Sèvres, c'est ça? Il est originaire. C'est un peu plus compliqué que ça. Il est vendéen, mais c'est lui qui a créé le Nombril du Monde à Pougny-Hérisson, pour ceux qui connaissent. C'est un faiseur d'histoire, c'est un inventeur. Et surtout, il défend par ailleurs très fortement la langue poitevine. Voilà, mais on va voir qu'il a une définition de la culture qui fait débat. Voilà. Alors, on va commencer par un premier... merci beaucoup. Merci Sonia. à vous. Merci. On va commencer par un premier visionnage qui est l'expérience Musique à la rue. Et vous, Bruno Brisson, qui remplaçait François Garin, vous allez nous dire, quand on aura vu le sujet, un petit peu, on échangera sur ce que c'est que Musique à la rue et quel est ce projet. Voilà. Et bien, comme on dit ailleurs, je crois que c'est le moment d'envoyer le magnéto. Oui. La réputation du festival Musique à la rue de Luxeuil n'est plus à faire. 80 groupes, 40 000 personnes en 3 jours dans un village de 700 habitants. Mais à Luxeuil, la culture a aussi une vie le reste de l'année. En ce jour de septembre, le village se retrouve pour la première journée de sa saison culturelle. Il est 11h du matin devant l'église et le spectacle commence. Le projet de Luxeuil est emblématique, tout simplement parce qu'il est cohérent, complémentaire, avec un festival qui est repéré par tous les publics. Et ce festival n'a de sens que s'il y a une proposition culturelle tout au long de l'année. Devant la mairie, à 11h, on assiste à l'ouverture de la saison culturelle 2017-2018, avec une déambulation qui va entraîner les gens dans les rues du village, avec la compagnie Bougrelin de Bordeaux. Mesdames et messieurs, la future défunte. Ah, mon Jean-Claude. Oh, bah si je m'attendais à te voir aujourd'hui. Ça va? Si le festival est repéré par des publics un peu plus jeunes, le fait de s'adresser au public du territoire, c'est forcément s'adresser à des populations
un peu plus âgés, qui vivent là depuis longtemps, mais qui ont des choses à dire, des histoires à raconter, des habitudes, des sourires à échanger. On est vraiment entre imbéciles qui sont nés quelque part. La journée se poursuit au Cigale, une salle de spectacle construite en 2015. C'est ici qu'une trentaine de représentations et une dizaine de résidences sont organisées tous les ans par l'équipe du festival. En ce jour de lancement de saison, c'est Nadao, un habitué qui vient chanter l'Occitanie chère Hollandais. Concert Nadao, c'est toujours un bonheur parce que c'est un conteur, un chanteur, des textes et des musiques de la région. Tout ça, c'est bien. On voit que tous les gens heureux. Lui, il a une faconne extraordinaire, donc c'est bien. On passe toujours un moment extraordinaire avec lui. Luxeuil, village de 700 habitants, 16 000 hectares de pins. À 80 km de Bordeaux, à 50 km de Mont-de-Marsan. Et on se retrouve dans un petit désert, entre guillemets. Il était important que, entre ces grandes agglomérations qui ont des propositions artistiques assez importantes, il y ait sur ce territoire, dans des petits villages, ce type de propositions. Je crois que le bonheur a l'obligation de se conjuguer au présent. Et quand on fait bien les choses aujourd'hui, on se prépare à mieux les appréhender pour demain. Cette histoire musicale à la rue, en fait, elle a démarré il y a 50 ans. 50 ans. Donc 20 ans d'histoire des adolescents du village qui ont revisité la fête de village en la transformant petit à petit par impertinence. Et ils ont fait ça pendant 20 ans. Et ça s'appelait déjà comme ça? Et ça ne s'appelait pas comme ça. Il n'y avait pas de nom. Donc ils ont réussi à transformer ça. Ils ont renversé même la mairie du village avec leur professeur de gymnastique qui a pris la mairie de Luxeuil pour les soutenir, puisqu'ils n'étaient pas écoutés à l'époque. On était sur une période un petit peu contestataire. Et on est arrivé, au bout de 20 ans, à proposer des déambulations et des spectacles dans les rues. Je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait encore proposer ce type de spectacle. Où je cite par exemple des déambulations où sur un char, vous aviez l'effigie de Valéry Giscard d'Estaing, qui était en transaction avec certains pays d'Afrique, et on se moquait ouvertement d'un président de la République. Je ne sais pas si on peut imaginer ça encore aujourd'hui sans qu'immédiatement il se passe quelque chose. Donc cette impertinence où ils ont carrément mis en pièces tous les codes de cette ruralité, donc la chasse à la palombe, qui est une institution chez nous, la corrida, qui est également quelque chose auquel il ne faut pas toucher. Ils ont mis tout ça en pièces pendant 20 ans. Et au bout de 20 ans, ils arrivaient à créer autour de ces fêtes du village qui étaient devenues quasiment des spectacles, un événement qui faisait venir dans les dernières années 1500 personnes qui venaient de tous les villages alentours aux fêtes de Luxeuil pour voir ces déambulations, ces spectacles. Et au bout de 20 ans, ils ont eu la chance d'avoir un musicien de renom, un jazzman, Bernard Lubat, qui est à Uzeste, une commune à 25 km de Luxeuil, et qui leur a posé ce challenge en disant voilà, cette énergie-là et tout ce que vous êtes capable de faire, mettez-le au service de votre territoire, et moi je vous propose d'organiser un festival avec des artistes professionnels et de passer du mode acteur au mode organisateur. Et ce sont tous ces jeunes-là qui, pendant 30 ans, depuis 30 ans, portent ce projet. Donc il est bâti sur des bases très solides. Donc pour se repérer en quelque sorte, on est dans la vague de mai 68 au début, jusqu'en 90, jusqu'aux années 90. C'est ça, oui. Voilà. Et depuis 30 ans, donc, ça a pris cette dimension, on va dire, professionnelle. Est-ce que c'est le mot qu'on peut dire? Parce que si on dit professionnel, ça a tendance à dire aussi coupé de la réalité. Non, professionnel, c'est-à-dire qu'on a amélioré toutes les qualités d'accueil, que ce soit des festivaliers, accueil technique. On est devenu professionnel puisqu'on a généré donc de l'emploi sur ce territoire. Actuellement, 9 salariés. Sur une commune à temps plein? À temps plein. Sur une commune de 710 habitants. Et je donne ce chiffre très précis, puisqu'il est passé, en 1990, il y avait 680 habitants. Là, on en a 710. C'est pas beaucoup. Mais au moins, on n'a pas diminué. Le chiffre exact, c'est 715. Et je le sais depuis hier, puisque pendant le festival, tous les habitants sont invités. Et nous avons donné 715 invitations au festival. Donc cette évolution s'est faite à petits pas, chaque fois en prenant le temps de voir comment on construisait, comment on pérennisait ce projet. Et chaque année, on se repose la question
Que doit-on organiser l'année suivante? Mais je voudrais pas trop parler du festival, c'est pas l'objet, parce que le festival, c'est la lumière, on est sur ombre et lumière. Là, c'est pour parler de l'ombre. L'ombre, c'est un peu ce que vous avez vu dans le reportage, c'est cette action à l'année. C'est vrai, comme disait François, ça ne sert à rien d'organiser un festival sur 3 jours. C'est pas important. Alors, qu'est-ce que vous faites toute l'année? Alors, ce qu'on fait toute l'année, c'est qu'on permet aux habitants du territoire de bénéficier d'une offre culturelle en échange un petit peu, je dirais, des nuisances que peut provoquer le festival, où effectivement le village où on accueille 50 000 festivaliers est un petit peu sans dessus-dessous pendant 3 jours. Mais pendant l'année, donc, on a depuis 2015 cette salle de spectacle avec une programmation que l'on n'a pas voulu, par contre se restreindre, c'est-à-dire qu'on va y passer des artistes qui passent habituellement dans des scènes plus importantes. Quand on accueille, je vais faire le grand écart, quand on accueille Big Flo et Oli, qu'on accueille Isabelle Boulay, qu'on accueille Arnaud, qu'on fait venir au théâtre son fils Suster, qu'on ose même faire venir Jean-Marie Bigard, mais voilà, on sait qu'on ne doit pas déclasser ce territoire en disant aux habitants, mais si vous voulez voir ce type d'artiste, vous n'avez qu'à aller à Bordeaux, vous n'avez qu'à aller à Bayonne, vous n'avez qu'à aller à Dax. Donc le projet du festival a permis de générer des budgets qui nous permettent de faire ces actions à l'année. En plus de la salle, nous allons chez l'habitant organiser des concerts et spectacles à domicile. Nous allons jouer dans des EHPAD, nous allons jouer dans des centres commerciaux, nous allons jouer sur des aires d'autoroute, tous les endroits du territoire où l'on peut apporter... C'est-à-dire le territoire, c'est combien de kilomètres autour de Luxeuil? C'est environ une quarantaine de kilomètres autour de Luxeuil. Ce qui ne fait pas beaucoup de monde, parce qu'on est sur une démographie à 4,25 habitants au kilomètre carré. Ouais. C'est quasiment un désert. Mais malgré tout, nous sommes présents. On vous écouterait en parler pendant plusieurs quarts d'heure. On va passer à Meymac et on va, là encore, regarder un petit sujet sur Meymac, qui est l'expérience du CAC de Meymac. Un centre d'art contemporain dans une abbaye du XIe siècle en pleine campagne, c'est le pari relevé brillamment depuis 30 ans à Meymac. Et pendant que la petite ville devenait l'épicentre de la création, la population locale découvrait les esthétiques les plus avant-gardistes. Quand on s'est installé à Meymac, on s'est demandé comment justement toucher le public de la région à dominante paysanne. Et on s'est dit, il y a une chose qu'ils connaissent, c'est le mouton. Parce qu'ici, on est un pays d'élevage de moutons. Donc on a fait une exposition sur le mouton. Et donc on avait réuni des œuvres extraordinaires de Queco, du Riburu, de Henry Moore, de Lalanne, etc. Donc on avait commandé des petits moutons en pâte d'amande, image de mouton 2, le dimanche 10 août 1980 à l'abbaye de Meymac, sous la présidence de M. Jacques Chirac, conseiller général de Meymac. Si le centre d'art propose des expositions thématiques, il présente aussi des monographies d'artistes, comme ici avec les peintures de l'Iranienne Nazarine Pouyandé, en résidence d'artiste à Chamallow l'été dernier. C'est un travail, alors presque, j'allais dire, de métissage, ou on pourrait même dire de créolisation. Ce sont des travaux assez crus, presque même parfois violents, presque de scènes orgiaques. On pourrait penser, je sais pas, à la Reine de Saba ou des choses comme ça. Et donc évidemment, c'est assez déstabilisant. Ce sont des œuvres qui sont là pour percuter un petit peu le public. C'est-à-dire, je pense que si les gens viennent, si la population nous a véritablement acceptés, avant d'accepter les créations mêmes, ils nous ont acceptés nous-mêmes. Et quand je dis nous-mêmes, c'est nous-mêmes, notre équipe. Nous ne sommes pas des météorites. Nous sommes là depuis près de 40 ans. Notre objectif n'est pas de faire aimer. Nous n'aurons jamais 100% de la population qui va adhérer. Mais est-ce que 100% de la population adhère au foot ? Chaque année, la façade de l'abbaye est confiée à un artiste international pour un calendrier de l'Avent géant. De quoi illuminer les longues nuits d'hiver des Corésiens. Par expérience, je sais combien il est difficile de faire passer la porte d'un lieu d'art contemporain. Donc l'idée était de comment toucher la population sans la contraindre, quelque part, à passer la porte. Donc à être sur l'extérieur.
Cette année, c'est l'artiste Patrick Rimou, corrézien d'origine et travaillant entre Paris et San Francisco, qui a imaginé le calendrier de l'Avent en lien direct avec l'histoire du lieu. Cette abbaye, elle a été construite en 1085. Je suis parti de cet élément-là et donc de travailler autour d'un ciel étoilé parce que c'est une des parties de mon médium. Je suis sculpteur lumière. Je travaille très souvent la lumière sur des bâtiments. Les religieuses trappistines de Laval qui se sont installées au couvent du Jassonex à Meymac, dont on dit que Jacques Chirac a favorisé leur installation. Elles viennent voir l'exposition, là? Non. Alors, la petite histoire que je voulais vous raconter sur Meymac, c'est une histoire que m'a racontée Jean-Louis Debré et qui concerne Jacques Chirac, puisqu'on le voit à l'écran, et vous dites que quelque part, ça, il a été, bien sûr, conseiller général du canton de Meymac, mais un peu à l'origine du fait que vous n'êtes pas une météorite ou un météorite à cause de ça depuis 40 ans. C'est Jean-Louis Debré qui reçoit, en tant que président du Conseil constitutionnel, une lettre avec une mention manuscrite de Jacques Chirac dessus. Et cette lettre demande un emploi pour la fille de quelqu'un de Meymac au Conseil constitutionnel. Et Jean-Louis Debré est très en colère de voir ce courrier annoté de Chirac où il a écrit « Trouve-lui un boulot ». Et Debré appelle Chirac et il lui dit « Mais écoutez, président, on a déjà vous n'avez pas suffisamment de soucis comme ça avec les emplois. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'elle au Conseil constitutionnel ?» Et Chirac lui répond « Enfin, Jean-Louis, tu te rends compte, c'est quand même la fille du boucher de Meymac. » Donc, vous voyez, la relation, on va dire, entre le politique qui s'installe sur un territoire et qui va participer, contribuer à son développement, elle est quand même assez consubstantielle à la réussite de ce lieu qui est non seulement unique, mais magique. Enfin, on voit que c'est tout à fait extraordinaire. Comment vous expliquez à la fois l'accueil de la population, parce que vous dites ils nous ont adoptés complètement, la réception qui est celle des Corréziens, là, et puis la durée du projet, 40 ans, c'est pas rien. Bien dans le micro. Oui, on était dans un territoire rural et il y avait effectivement la nécessité de s'adresser à cette population qui était autour de Meymac. J'ai développé la notion d'apprivoisement, en fait. Et en essayant, comme il est dit dans le film, de partir d'abord de thématiques que ce milieu connaissait, c'est-à-dire le mouton, le bois. Voilà. Commencer par des éléments connus pour peu à peu diversifier les propositions et arriver après à des propositions beaucoup plus pointues, comme un art de la distinction, la réappropriation, enfin je passe. J'ai essayé effectivement de créer du lien en m'impliquant personnellement. Je pense que quand ça s'adressait à ces gens, ce bassin de population, impliquait de ma part de leur parler avec beaucoup d'altérité, d'être avec eux. Et je crois qu'ils ont senti que j'étais là pour eux, pas pour n'importe qui, pour eux. Voilà. Je n'étais pas là dans une idée d'une sorte de carrière, une météorite qui serait passée par Meymac, puis ensuite qui aurait été ailleurs. Non, je m'y suis installée, j'ai essayé de me faire adopter. J'y ai beaucoup travaillé. La notion de travail en milieu paysan est quelque chose d'extrêmement important. Et aussi, l'estime que l'on porte à l'autre, c'est quelque chose qui est important en milieu rural. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas avoir, et notre président l'a vécu douloureusement ce printemps, on ne parle pas de haut, on parle égal. Voilà. Il n'y a pas de président actuel, vous voulez dire? Oui. Voilà. Vous-même, vous n'êtes pas corrézienne? Non, je suis du Lot. Alors, c'est une question
qui en amène une autre, hein. Enfin, votre réponse en amène une autre. Est-ce qu'il y a des points communs à la ruralité, ou est-ce qu'il y a des ruralités en France, à votre avis? Il n'y a pas énormément de différence, me semble-t-il, entre le milieu paysan dans le Lot et celui de Corrèze. Pas de véritable différence. Bon, certes, il y a beaucoup plus de forestiers sur le plateau de Millevaches, ce qui n'existe pas dans le Lot, enfin en tout cas dans le nord du Lot dont je suis originaire. J'ai oublié la question que vous m'aviez posée. Non, c'était là, les différences que vous avez. Ma question, c'était, est-ce qu'on peut traiter de la ruralité en Bretagne, dans l'Ardèche, en Corrèze, ou en Alsace, de la même façon? Oui. Alors, oui, je pense qu'on peut traiter dans l'ensemble la ruralité d'une façon identique. On peut faire une distinction entre les très grandes cultures, ça je parle un petit peu sous votre contrôle, mais et puis une culture avec des propriétés, je ne sais pas, 30, 20, 30, 40 hectares. Effectivement, il y a une grande distinction entre les propriétaires de la Beauce ou de la Brie et puis le paysan propriétaire sur le plateau ou dans le Lot. Il y a une deuxième distinction, je pense, qu'il faut faire aujourd'hui, parce que quand on parle de ruralité, je trouve c'est un terme qui devient un petit peu flou, hein, un petit peu méconnu. Il y a ce que j'appelle la vraie ruralité, c'est-à-dire des gens qui travaillent, qui sont souvent fils, petits-fils, arrière-petits-fils de paysans, qui souvent le vivent d'une façon difficile parce que c'est souvent celui qui est resté dans une fratrie. Les autres ont pu partir en ville. C'est drôle. Bon. Et puis cette nouvelle ruralité qu'on appelle les néo-ruraux. Les rurbains. Les rurbains. Et qu'on a tendance aujourd'hui à appeler les néo-ruraux. Et c'est tout à fait différent. Ça n'a pas les mêmes objectifs, ça n'a pas la même culture, et c'est extrêmement différent. Et ça se télescope ou ça s'osmose? Je pense qu'il y a des aspects très positifs, c'est-à-dire que c'est une population jeune qui arrive, une population souvent assez cultivée, qui se déshabille, je dirais, de la culture apprise pour justement se réintroduire dans un milieu rural. Je pense qu'elle se retrouve sur ces solidarités qui faisaient partie de la vie rurale, d'entraide. Ça participe à la revitalisation. Sur le plan des idées et dans le domaine culturel, je pense par contre que le fossé subsiste. Alors, Hélène Chauveau, vous êtes géographe et sociologue. Géographe, voilà. Comment est-ce que vous réagissez aux propos? Après, je redonnerai la parole à notre ami secrétaire de Musique à la rue, à M. Brisson, pour avoir cette approche aussi de la ruralité. Mais est-ce qu'on peut avoir votre éclairage, j'allais dire, comparatif aussi, hein, par rapport aux différentes études que vous avez pu conduire? Puis vous-même, vous dites que vous êtes une enfant de la campagne, donc il y a votre vécu aussi. Comment vous réagissez d'abord à ce qu'on a vu là, les deux exemples, les deux cas concrets, Musique à la rue d'un côté et le CREC de Meymac, et puis ce que dit notre ami Mabissière sur ces ruralités qui sont à la fois uniques, globales, universelles, mais particulières, compliquées. Hein. Alors c'est un débat éternel, surtout parmi les géographes. Donc qu'est-ce que le rural? Le rural existe-t-il encore? Parce que c'est quelque chose aussi qui est pas forcément évident aujourd'hui en tant que géographe de dire oui, le rural existe. Voilà, selon les critères qu'on choisit d'appliquer, la densité, le taux d'urbanisation, dans quoi les gens travaillent, etc. Il y a des géographes qui disent le rural aujourd'hui n'existe plus en France. Après, moi, en tant que géographe donc, qui fait de la géographie sociale et voilà, appliquée au monde rural, pour moi, c'est important de défendre le fait que le rural existe, et notamment d'un point de vue performatif. C'est-à-dire que si des gens
s'identifient au monde rural et disent « moi j'habite dans un territoire rural, je suis un rural », et notamment moi je travaille beaucoup sur les jeunes. Si des jeunes disent aujourd'hui je suis un jeune rural, une jeune rurale, c'est que le rural existe, au moins dans les têtes et du coup dans les pratiques et les représentations. On va pas leur dire vous êtes dans un non-lieu. Voilà. C'est ça. Dans une périphérie, une marge qui n'existe que par rapport à un centre hypothétique. Après, j'ai du mal à parler de la ruralité, parce qu'évidemment, il y a une diversité de réalités. Il y a plusieurs typologies qui existent. Je conseille notamment celle de Pierre Pistre, qui a réalisé sa thèse. Donc, il a recoupé beaucoup de données sur les différents espaces ruraux, en recoupant, par exemple, le coût du foncier, la pyramide des âges, les secteurs d'occupation professionnelle des habitants, etc. Et en recoupant tout ça, il a fait à l'échelle de la France une typologie avec 6 grands types de campagnes qu'il a regroupées en 3 grandes familles, donc les campagnes des villes, les campagnes productives et les campagnes présentielles. Bon, je vous passe un petit peu les détails, mais vraiment son travail est très intéressant et il permet d'avoir toujours à l'esprit qu'il n'y a pas un rural et du coup qu'il n'y a pas une recette qui fonctionnerait pour le rural en général ou les campagnes en général, puisque la ruralité à 4 habitants par kilomètre carré, c'est pas du tout la même que celle pour 20 habitants à kilomètre carré, etc. Et nous, en géographie, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de savoir quelles caractéristiques géographiques influencent le tel ou tel événement, processus. Et par exemple, voilà, dans l'observation d'événements ou de lieux comme MEMAC ou Musique à la rue, ce qui est intéressant, c'est de voir voilà, quelles caractéristiques du territoire ont pu faire que tel élément marche, tel élément ne marche pas. Et je trouve ce qui est très intéressant dans ces deux exemples, c'est qu'on voit vraiment que ce n'est pas des recettes qui ont été importées d'ailleurs. C'est pas des météorites justement ni des parachutages et que ça part d'événements de réalités qui avaient lieu localement et donc l'idée c'est vraiment de cultiver ce qui existe localement et les caractéristiques, les singularités locales et du coup ça me rejoint un peu votre autre question sur le rural et par contre je vous rejoins du coup sur le fait que oui il y a différents types de ruralité mais on peut parler de points communs, c'est que moi j'aime bien défendre le fait qu'il existe une singularité du rural, c'est-à-dire qu'on est très souvent contredit dans le fait que, mais aujourd'hui les ruraux, notamment moi qui travaille sur les pratiques culturelles des jeunes, les pratiques culturelles des jeunes ruraux sont exactement les mêmes que les pratiques culturelles des jeunes urbains. Eh ben non, justement, j'aime bien essayer de montrer que alors peut-être il y a plein de pratiques qui sont les mêmes, c'est sûr, tout le monde a Netflix, tout le monde, il y a des choses qui sont, pas tout le monde, c'est un exemple comme ça, mais peut-être mauvais, mais en tout cas oui, il y a des points communs, enfin voilà, évidemment il y a des événements, des pratiques transversales à toute la société aujourd'hui, mais il y a une singularité en rural et notamment cette singularité, c'est ce qu'on appelle la ruralité au sens de mode d'être au monde. Et on parle de mode d'habiter aussi en géographie et en sociologie rurale, c'est-à-dire comment on se représente son territoire, quelles pratiques on y a, et du coup comment les pratiques qu'on y a influencent à leur tour les représentations qu'on en a, et influencent les pratiques, etc. Et ça, c'est un cercle absolument important, qui produit aussi des ruralités différentes. Et je rejoins aussi l'analyse qui est faite à MEMAC sur la diversité des populations qui existent en milieu rural aujourd'hui, entre les néos, entre ceux qui sont restés, qui s'identifient très fort au territoire, ceux qui sont partis, revenus. Il y a différentes typologies comme ça qui existent, et notamment des typologies sur les jeunes ruraux, notamment la typologie de Mélanie Gambino, qui est une géographe du rural qui est basée à Toulouse. Il y a des jeunes ruraux qui se représentent le rural comme un espace piège, d'autres plutôt comme un espace refuge, et d'autres plutôt comme vraiment un espace de possible totalement ouvert, espace d'alternative. Et du coup, ces 3 types, bon, c'est des grands types, hein, évidemment, c'est pour aider à penser, c'est pas des vérités absolues, parfois se fréquentent, se comprennent souvent très mal, parfois se confrontent, alors qu'ils vivent parfois dans un même territoire. Et du coup, tout l'enjeu de lieux, d'événements culturels, c'est d'essayer de s'adresser à tout le monde, de se faire approprier par tout le monde et de permettre à tous de vivre la ruralité qu'il a envie de choisir.
Merci, merci. Je crois que c'était très descriptif et en même temps permettant de bien situer les choses. En tous les cas, cette multiplicité, on va dire, des situations. Bruno, ce qu'a décrit Madame Bissière pour Meymac, c'est plutôt, on va dire, une situation, un projet qui a été porté par une volonté politique très, je dirais, de haut en bas ou pas. Non, c'était aussi le terrain, c'était aussi le territoire. Après, j'essaierai de comparer là, les deux situations entre Luxeuil et Meymac. Alors, je suis obligée de corriger parce qu'en fait, le centre d'art de Meymac n'est pas nié d'une volonté politique. En tout cas, d'une volonté politique à un aussi haut niveau. Non. Effectivement, Jacques Chirac était le conseiller général à l'époque et bien évidemment, sa présence sur le territoire en tant qu'homme politique a considérablement aidé à restaurer l'abbaye. C'est-à-dire, c'était un bâtiment qui était en quasi-déshérence et vous pouvez imaginer que remettre en état un tel lieu qui n'était pas majeur en termes d'architecture, mais quand même très imposant, nécessitait des moyens et des montages compliqués qu'une petite commune comme Meymac ne pouvait pas supporter. Donc là, c'est vrai que l'appui, la chance d'avoir sur son territoire un homme politique majeur, c'est comme avoir un homme politique dans n'importe quel territoire de France. Bon. Mais il n'y a pas eu d'incidence pour la création du centre d'art de Meymac. Nous avons pu nous développer et nous avons beaucoup plus bénéficié de l'arrivée de Jacques Lang et de François Mitterrand qui a cherché dès son arrivée, en tout cas pendant son premier mandat, à irriguer le territoire au sens national d'outils de divulgation culturelle, comme les centres d'art. Décentralisation culturelle. Décentralisation culturelle, que de la présence de Jacques Chirac, quand bien même il était attentif et chaleureux. Le président du Conseil général de Corrèze aussi. Absolument, absolument. Bruno, est-ce que vous diriez que dans ce territoire étonnant de la Haute-Lande, là, enfin, je sais pas, est-ce qu'on dit Haute-Lande encore? Oui, on dit Haute-Lande, oui. Haute-Lande, hein. Je fais attention à ne pas me tromper de délimitation. Hein. Est-ce que vous diriez que les plus jeunes aujourd'hui, ceux qui sont dans la situation aujourd'hui d'être l'équivalent d'il y a 50 ans, ces jeunes qui ont osé s'attaquer, j'allais dire, à des vaches sacrées, pardon pour le mauvais jeu de mots, hein, dans ce coin-là, hein, c'est-à-dire la palombe, la tauromachie, etc. Est-ce que vous diriez que les jeunes d'aujourd'hui sont porteurs de projets de contestation comparables, ou est-ce que Musique à la rue, d'une certaine façon, intègre, institutionnalise ces contestations? Je vous vois sourire. Vous pourrez répondre parce que ça nous amènera à la question de la culture. Non, on ne ressent pas effectivement les jeunes porteurs de cette contestation. Alors peut-être, nous, on a tendance à vouloir le croire, que le fait d'avoir ce projet culturel et cette action à l'année sur les territoires permet cette reconnaissance, permet cette ouverture vers l'extérieur, permet peut-être d'éviter ces crises telles que l'on a vécues l'an dernier. Je parle des Gilets jaunes parce que les Gilets jaunes à Luxeuil, c'est transparent. On n'a rien sur l'année. On a deux Gilets jaunes dans 2 voitures, c'est tout, quoi. On n'a rien, on n'a jamais eu de contestation là-dessus. Et effectivement, on a ce projet culturel. Je voulais juste quand même rappeler cette notion de ruralité, je provoquais un petit peu. À Luxeuil, ça n'intéresse pas grand monde. Les gens, ils sont luxois, avant tout. Ils ne sont pas ruraux, là, on parle de ruralité, on se fait plaisir, tout ça, mais quand on va discuter à Luxeuil, si on commence à discuter de ça dans le café, dans le cercle du village, je crois qu'on va ressortir très très vite, parce que voilà, ils sont luxois. Moi, je ne suis pas luxois, je suis bordelais, mais je suis autour du projet Musique à la rue. On réussit à associer cette différence entre ruraux et urbains. Je crois qu'on la dépasse un peu parce qu'on est autour du projet. C'est peut-être facile pour nous. Pour bien comprendre ce que vous nous dites, quand vous dites que les luxois
se reconnaissent pas ruraux. C'est comme si vous, Bordelais, on vous traitait d'urbain, quoi. Exactement. Et autour de ce projet, ce qui veut rien dire. Voilà, je pense que ça veut rien dire. On va faire une petite transition. Je relève la tête vers la régie. Et je crois qu'on va visionner une petite pastille de Yannick Jolin. C'est peut-être le seul moyen de rebâtir des villages qui n'existent plus. Parce qu'on nous parle de la ruralité des villages, mais c'est un leurre. C'est devenu comme les restes de la Cinecittà, quoi. C'est-à-dire on a des décors en carton-pâte qui font croire qu'il y a des villages avec une communauté villageoise, mais elles ont disparu. La perte de l'agriculture, la fin de l'agriculture avec tous les emplois induits que ça conduisait et la solidarité agricole qu'il y avait avant, qui était une réalité, qui n'existe absolument plus. Les derniers agriculteurs, c'est des entrepreneurs industriels agricoles. Ils ont perdu tout sens de la terre, ils ont perdu tout sens du village, ils n'ont plus le temps, ils sont exténués. Et donc ça veut dire que les villages n'ont plus de raison. Il y a plus de... Ils existaient autour de ça, ils existaient autour de cette agriculture. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'art et la culture qui sont peut-être des moyens dans des espaces qui sont vierges aujourd'hui. Et en plus dans une ruralité qui souvent vit dans la nostalgie. C'est-à-dire qu'ils préfèrent faire la fête des vieux métiers, la fête des battages, alors que je pense qu'il y a des territoires... Il y a quelque chose à faire dans la ruralité. Je vois partout en France, moi, je vois le besoin de ça. Je vois la joie que les gens ont tout d'un coup à se dire mais on nous amène de la culture dans le village et on peut se rassembler autour de ça. Alors, on nous amène la culture dans les villages. C'est aussi le projet à l'année, hein, on est bien d'accord, hein, à Luxeuil. Hein. Mais évidemment, on voit bien un peu la provocation du propos de Yannick Jolin, au point que j'entendais une sorte de bruit de fond autour du micro. Je me demandais si c'était pas une abeille qui allait venir le piquer un peu pour se venger. Là. Mais, vous vouliez réagir, Hélène, je crois. Oui, bon après je pense qu'il a voulu faire de la provoque un peu exprès, mais entendre que les agriculteurs non plus, bon déjà c'est une généralisation absolument, bon voilà, que je ne cautionne pas. Il y a tout plein de types d'agriculteurs dans les campagnes, voilà, il y a plein de types de campagnes et le fait qu'ils prennent la fête des battages et des vieux métiers comme exemple de non, d'absence de culture. Pardon, il compare quand même à la Cinecittà, c'est-à-dire on est carrément dans une description des villages Potiemkin un peu là. Hein. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des villages des décors musées. de carton-pâte. Oui, il y a des villages musées, mais c'est quand même pas la majorité des villages. Et puis la notion de territoire vierge aussi qu'il emploie, c'est vraiment choquant, mais en plus je suis sûre qu'au fond il dit ça juste pour provoquer, parce que lui il travaille quand même sur notamment les langues régionales, donc il sait très bien que c'est pas des territoires vierges et que c'est des territoires où il y a des choses, il y a de la culture en fait, et moi je déteste tous ces termes qui disent qu'on va apporter la culture quelque part, qu'on va voilà, même le terme de démocratisation culturelle en fait quelque part est très, que moi je trouve très gênant, et venant de l'éducation populaire aussi, voilà, c'est des choses qu'on récuse aussi absolument, même si c'est important de brasser, etc. Mais ce qui est important surtout, c'est de partir de l'existant, de provoquer, d'accompagner voilà, les envies existantes et ce qui existe sur les territoires. Et il y a des choses, même s'il y a beaucoup de choses qui ont disparu, et c'est incontestable dans la culture paysanne notamment, mais il y a des choses qui reviennent sous d'autres formes, et le rural est pour ça un espace absolument surprenant et passionnant. Qu'est-ce qu'on défend quand on défend la ruralité ou la culture dans le monde rural? D'abord, qu'est-ce qu'on entend par culture? Je crois qu'il faut le dire, il faut donner une définition. On en parlait tout à l'heure avant de commencer. Il y a une définition qui est très intéressante, qui est celle de l'UNESCO, conférence de Mexico 2003. Je crois que vous pouvez peut-être un petit peu expliquer, Hélène, la culture au sens ethno-culturel, quoi. Alors la culture, il y a plusieurs définitions évidemment, et puis c'est pareil, il y a des débats infinis sur cette question-là. Est-ce qu'on entend la culture au sens anthropologique du terme, c'est-à-dire qui recouvre notamment les langues, la cuisine, enfin voilà, tout ce qui est pratique, ou est-ce qu'on emploie le terme culture
avec un grand Q, comme dirait Franck Lepage, qui parle de l'éducation populaire, c'est-à-dire la culture du ministère de la Culture, qui recouvre le cinéma, le théâtre, les beaux-arts, etc. Voilà, qu'est-ce qu'on inclut, qu'est-ce qu'on exclut, et puis surtout comment on intègre aussi différentes choses entre elles en fait. La question n'est pas de rejeter telle ou telle pratique, voilà, mais je trouve que ce qui est important, c'est de valoriser l'existant, de dire, voilà, bon, je pense que vous en parlerez peut-être tout à l'heure, mais de dire aux chasseurs, ben oui, vos pratiques, c'est de la culture en fait. Enfin, il y a une dimension culturelle derrière, mais de leur dire aussi, ben, regardez, cette culture-là, voilà, l'art contemporain, ben oui, en fait, ça peut être peut-être pour tout le monde et ça peut peut-être vous intéresser. C'est pas réservé à un certain type de population. Donc l'important, c'est de brasser. Et après, sur la définition de culture, voilà, je pense que c'est un mot qui fait peur aussi, qui parle pas forcément en fait. On n'est pas obligé de l'utiliser, c'est comme le terme de rural, hein. Vous disiez, oui, bah, rural, il y a plein de gens à qui ça dira peut-être rien. Après, c'est une catégorie d'analyse, nous, qui nous aide à penser, notamment en tant qu'universitaires, et puis même les acteurs, les politiques publiques aussi. On a besoin de catégories d'analyse pour agir, pour penser, mais après, derrière, évidemment, c'est des situations individuelles, c'est des réalités, c'est des parcours de vie tous différents qu'il faut absolument prendre en compte. À MEMAC, vous avez vraiment eu ces deux approches, hein, la culture au sens ethno-culturel, enfin, vous parlez du mouton, ce qu'on voit au début du sujet et que vous avez rappelé, et puis l'exposition qu'on a vue de cette artiste iranienne, et vous réussissez à chaque fois à faire du lien et du liant, c'est ça ? Oui, j'essaye de faire évidemment du lien. Ça, c'est notre mission. Mais j'essaye d'apporter aux gens qui m'entourent une image la plus complète possible, à la mesure des moyens d'un centre d'art, de ce qu'est la création aujourd'hui. De la création aujourd'hui, pas d'une création liée à ce territoire, en aucun cas. Hein. Je reste dans ma fonction. Là où je crée du lien, c'est dans la façon dont j'interpelle, j'accueille, je divulgue, j'échange avec la personne qui pénètre dans le centre, si vous voulez. C'est pas du tout dans l'optique de notre structure de présenter par exemple des charrues ou vous voyez, d'aller dans ce domaine. Non, au contraire, je pense que notre rôle est de comment dire, il faudrait que je reprenne les choses autrement. Le problème, c'est de ne pas être exclu en milieu rural. C'est ma perception. Hein. Ne pas être exclu, c'est avoir la possibilité de. Voilà. Donc quand on est dans une petite ville comme MEMAC, 1800 habitants, je dirais qu'avoir un centre d'art, c'est important, mais tout comme avoir une bibliothèque, tout comme avoir un cinéma, tout comme avoir un trésor public, un médecin, une infirmière, tout cet ensemble, tout ce dispositif qui fait qu'au lieu d'être nulle part, on est quelque part. Et que la dimension culturelle, le plus que nous apportons aux gens de MEMAC et de la région, c'est qu'en plus, MEMAC peut être, en partie grâce au centre aujourd'hui, pointé sur la carte, c'est-à-dire qu'on sait où. Et donc il y a un élément de fierté qui s'ajoute et qui valorise, je dirais, l'ensemble de la communauté, même si elle ne pénètre pas dans les murs du centre. Si vous voulez, si on le rapporte à une grande ville, à Paris, nous sommes plusieurs millions. Est-ce que le million des Parisiens vont au centre Pompidou? Non. Bon. Mais au cinéma de MEMAC, quand j'y vais, il y a 3 personnes à tout casser. Mais le cinéma disparaîtrait, ce serait un drame. Oui. Voilà. C'est le possible qui est important. Hein, voilà. Je ne sais pas si je m'exprime. Non, c'est très intéressant et j'allais dire complètement au cœur de l'actualité, puisqu'on a peut-être le sentiment qu'un des ressorts
de la crise de l'automne dernier et de ce qu'on a appelé, d'ailleurs, là aussi certainement abusivement, les gilets jaunes, enfin il faut bien désigner des choses, hein. C'était autant une question de sens et de ressenti du sens, si je puis dire, qu'une réalité. La réalité, elle était réelle, c'est le cas de le dire, tangible, souvent très dure, mais il y avait aussi ces représentations qui sont essentielles, quoi. C'est pour ça que je disais effectivement, Auger parle de non-lieu, on n'est pas dans les non-lieux, quoi, certainement. Une dernière question avant de donner peut-être la parole à la salle, enfin, ou de solliciter la salle. C'est lié à la dimension qu'a évoquée Sonia Moumen au début de notre rencontre, qui est cette situation dans la plus grande région de France, hein, avec une superficie de plus de 84 000 km² et supérieure à la Guyane. Alors, c'est vrai que du côté de l'Uxelles, on est sur une densité de population sans doute un peu comparable à celle de la Guyane. Enfin, c'est pas la même forêt quand même, hein, tout état de cause. Mais est-ce que le fait d'avoir changé d'horizon régional, alors ça ne vaut pas pour vous, puisque vous étiez en Aquitaine à Musique à la rue, et on a bien vu que les passerelles, si je puis dire, entre le sud Gironde, Uzès, Lubat et Luxeuil, elles n'ont pas attendu la limite départementale, enfin elles fonctionnent au-delà des limites départementales. Mais en Limousin, autant que je me souvienne, il y a un certain nombre de lieux comme ça qui sont considérés par, a fortiori, les citadins, mais aussi bien sûr les Parisiens, comme des lieux étonnants. On pourrait y mettre par exemple de l'art contemporain, je pense à Vassivière, etc. Bon. Est-ce que le fait de changer de région, ça vous a éloigné de la décision, du centre de décision, quand vous alliez à Limoges et que finalement c'était beaucoup plus facile peut-être que de venir à Bordeaux? Est-ce qu'il y a un changement de paradigme là? Oui, on est un peu au lime, hein, comme on dit. C'est clair que quand on est à Mémac, on est loin de Bordeaux. On a le sentiment d'être plus éloigné qu'auparavant. Auparavant, le Limousin avait la chance d'être une région petite. La plus petite de France. Petite région, très compacte, très homogène. Et là, effectivement, on se sent loin, éloigné du pouvoir, oui. Mais c'est plutôt du ressenti, hein, là aussi, si je peux me permettre. Oui, on pourrait presque dire que, à contrario, le conseil régional, et en tous les cas le président Rousset, fait le plus possible pour que ces régions qui ont rejoint l'Aquitaine, ou que l'Aquitaine a rejoint, plus exactement, elles ne soient pas délaissées, justement. Ces périphéries-là, l'idée, c'est de les associer complètement. Oui, je suis convaincue qu'au niveau du politique, tout est fait pour que ce sentiment n'existe pas. Mais là, je parle de notre ressenti. Notre ressenti est tout de même d'être loin. Et le ressenti aussi est que Bordeaux est la nouvelle capitale de ce grand territoire de Nouvelle-Aquitaine. Je vais terminer par une question à l'universitaire. Il y a une œuvre magistrale qui a été produite par un Américain qui a fait sa thèse de doctorat en histoire à Bordeaux. Il s'appelle Eugen Weber. Forcément, vous connaissez, hein, La fin des terroirs, 1880-1914. Est-ce que vous diriez qu'il existe encore des terroirs en France aujourd'hui? Vous avez 2 minutes. Alors la notion de terroir, elle est plus liée à l'alimentation, mais là aussi on parle de culture, hein, bien sûr, quand on parle d'alimentation. Pour moi, la fin des terroirs, la fin des campagnes, la fin de la ruralité, ça n'a pas vraiment de sens pour moi. Il y a une mutation, il y a une évolution, c'est évident. Et peut-être pour rejoindre la question sur la régionalisation, nous on essaye de dénoncer aussi en tant que géographe ruraliste le fait que bon, alors certes les centres de décision s'éloignent, mais surtout il y a une perte d'autonomie et du coup de prise au réel des communautés locales. C'est-à-dire qu'on avait cette chance d'avoir des communes rurales qui avaient des prérogatives
Moi, le centre culturel en milieu rural qui a changé ma vie quand j'avais 7 ans et puis celle de toute ma génération, il avait été lancé, il avait été voulu par une communauté de communes qui avait ce pouvoir, qui avait cette possibilité d'agir localement et qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été mangé, entre guillemets. Alors, c'est très négatif dit comme ça, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que l'éloignement des centres de décision, forcément, il déplace la capacité d'agir des citoyens. Et l'enjeu, c'est qu'on puisse se les réapproprier, alors peut-être autrement, peut-être différemment. Après, la question des terroirs, moi, j'y crois à partir du moment où il y a quand même une singularité du mode d'être au monde et du mode d'être aux autres quand on vit en milieu rural. Alors c'est peut-être une vision un peu naïve, idéalisée, mais moi je crois vraiment au fait que quand on vit en milieu rural, on a une façon d'interagir avec l'autre, on a une façon de voir la nature, on a un rapport au temps, on a un rapport aux choses qui est différent. Alors peut-être pas pour tout le monde, peut-être pas tout le temps, peut-être pas partout, mais en tout cas il y a là une brèche pour moi dans le modèle actuel où le rural a une vraie carte à jouer. Et où il se passe des choses et il va se passer des choses vraiment très importantes et très à l'avant-garde, si on veut utiliser ce mot en tout cas. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on peut déjà les applaudir, hein, même si c'est pas, même si c'est pas terminé. Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des réactions des Madame Marie? Je vous en prie, allez-y, madame. Merci. Alors, je souscris à tout ce qui vient d'être dit, au faisceau d'initiatives qu'on peut trouver sur les territoires. Je ne sais pas s'il faut les appeler comme ça, c'est le mot choisi. Je voulais témoigner d'un magazine que j'ai créé en Périgord, un magazine destiné aux femmes en particulier, et à travers le prisme des femmes, j'essaie de parler de toutes les initiatives culturelles, notamment, qui s'y déroulent. Et je vais de surprise en surprise. Je découvre, quand je vais voir une personne, je reviens avec 10 sujets. Vraiment, ça fourmille d'idées, d'initiatives culturelles et bien d'autres, sociales. Enfin c'est du print ou c'est sur le net? Oui, alors je l'ai créé en 2013, il existe encore, c'est un magazine papier et il est bimestriel. Voilà, et je suis une ancienne de l'école et bon, je crois encore à la presse papier. Vous n'avez pas de site internet? On a une page Facebook. Voilà. Le magazine s'appelle Famosa, magazine des femmes en Périgord. Et je pense que c'est aussi une initiative culturelle de créer un magazine et les gens l'achètent. Donc il y a une curiosité, une vraie curiosité pour qu'il se passe ce qui se passe en milieu rural. Merci pour ce témoignage. Vous vouliez réagir peut-être? Oui. Il y a une curiosité, il y a un vrai besoin aussi, une envie d'être valorisé. C'est-à-dire que Champ Libre aussi, c'est pour ça que c'est assez formidable. Et puis voilà, il y a vraiment une invisibilité de ce qui peut se passer en milieu rural. Alors les gens font quand même, parce qu'il y a un tissu associatif notamment qui est absolument foisonnant en rural. Mais souvent, ces initiatives-là sont juste pas valorisées ou pas prises en compte et pas médiatisées, parce que si les gens ont envie de faire, et puis ils n'ont pas forcément envie qu'on parle d'eux, mais en tout cas parler d'eux, ça peut aider à donner des idées à d'autres et à montrer, à changer les représentations aussi. Autre question, remarque? Monsieur. À vous entendre, je me pose la question si on n'a pas beaucoup plus de liberté dans le rural pour faire de la culture que dans les grandes villes. Qui veut Madame Bissia voulait répondre? Non. Monsieur Brisson? Je crois qu'on peut avoir de la liberté de la même façon en milieu rural qu'en milieu urbain. Là où on veut l'apprendre, là où on l'apprend. Voilà, c'est la façon de l'apprendre. Et je pense que à chaque fois qu'il y a une initiative, il faut que les bases soient posées clairement. Voilà. C'est plutôt au niveau des bases, des prémices, que d'une facilité après en milieu rural ou en milieu urbain. Non, je ne vois pas de différence. Bruno. Puisque j'ai été interpellé sur les chasseurs, je peux en parler parce que oui, effectivement, c'est plus facile. Les chasseurs de Luxeuil, s'ils avaient habité une grande ville, jamais ils n'auraient osé peut-être s'adresser à un équipement culturel pour voir ce qu'ils pouvaient faire ensemble. Quand ils sont venus vers nous en disant « mais
qu'est-ce qu'on peut faire? On est les chasseurs, nous, le festival, au début, la musique, bon, on n'est pas forcément passionné par le festival, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? La musique, ça fait fuir les ballons. Oui, ça fait fuir les ballons. Et donc, on les a écoutés, et effectivement, on leur a permis d'ouvrir un stand immédiatement pendant le festival. Donc, ils ont, par ce projet culturel, pu effectivement y participer. J'entends ce qu'on parle, on critiquait la démocratisation culturelle, je suis aussi d'accord. Nous, la seule chose qu'on pose, ce sont les artistes. Que ce soit à l'année, dans la salle, ou au festival, c'est les artistes. Après, tout le reste se construit avec les habitants. Je préfère parler d'humanité que de ruralité. Voilà. Et je donne un autre exemple. Quand on veut essayer de développer quelque chose, on regarde d'abord ce qu'il y a sur le territoire. On a un outil, et par exemple, on a vu que sur le territoire de Luxeuil, dans Luxeuil, il y avait un jeune qui faisait de la vidéo, qui travaillait sur du mapping. Mais on monte chaque année un atelier de vidéo mapping. Ça n'a rien à voir avec le projet Musique à la rue au départ. Mais on a une salle, on a un équipement, on permet. On s'est aperçu qu'il y avait des jeunes graffeurs dans le village. Graffeurs, ça n'a rien à voir avec Musique à la rue. C'est pas de la musique, c'est rien. Bon, on les a rencontrés, on est allé vers eux. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ils veulent faire du graphe. Donc la première année, ils ont décoré les toilettes sèches des 50 000 festivaliers. On a été peut-être un peu prudent, on a dit, bon voilà, vous allez faire ça. Et vu le retour, mais eux aussi, ils ne voulaient pas être trop visibles, mais l'an dernier, ils ont décoré les loges des artistes, des vedettes qui sont venus au festival. Voilà, donc on essaie à chaque fois de regarder ce qu'il y a sur le territoire et puis de construire avec eux. On est obligé à chaque décision de regarder ce qui se passe. Quand on programme une date de spectacle, si jamais il y a la fête des pompiers le même jour, c'est une catastrophe. On doit regarder tout ce qui se passe à l'année. Donc on est obligé de construire ensemble, de construire tout ce projet culturel avec tout le monde. On n'a pas le choix sur ces tailles de village. Eh bien, je vous propose de terminer sur cette proposition de Bruno en référant plutôt à l'humanité plutôt qu'à la ruralité. Voilà. Merci à tout le monde. Et excusez-moi encore.